Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Je vois qu'on est assez nombreux à être connectés. Vous êtes voilà, une quarantaine à nous écouter. Merci à tous d'être là aujourd'hui. Je vous propose qu'on démarre ce webinaire consacré donc à l'intelligence artificielle et au management de la qualité avec un rapide tour de table. Donc moi je suis Marie Pommier, je travaille chez Calnet, qui est donc un éditeur de logiciels spécialiste du management de la qualité, et j'occupe les fonctions de direction produit et marketing. Bonjour, et pour ma part, je suis Olivier Lepape, je suis directeur général de l'entité Calnet, donc Calnet qui est une filiale du groupe Reliance. Bonjour. Alors, je crois qu'il y a un bug. Ah voilà, ça y est, c'est revenu. Non, nous on t'entend bien. Bonjour Marie, bonjour Olivier. Donc moi, c'est Anthony Delès. Je suis auditeur, consultant et formateur en QSE depuis maintenant 17 ans. Et je vous remercie de m'avoir invité pour le débrief de ce questionnaire sur l'IA et la qualité. L'IA étant quelque chose que je touche de plus en plus forcément. Et Olivier va vous en dire un peu plus, je pense, là, à travers la diapo suivante. Donc, avant de commencer par Olivier, justement, au programme de ce webinaire, on va aborder 4 grands axes. Le premier, c'est déjà de comprendre qui a répondu à cette enquête, le profil des répondants à cette enquête par structure, par taille d'entreprise. Ensuite, on fera un focus sur les usages et les relations à l'intelligence artificielle. Comment elle est appréhendée? Est-ce qu'elle est connue? Est-ce qu'elle est utilisée? Et en troisième grand point, on évoquera les perceptions et les préoccupations face à l'IA, notamment les risques associés. Quelles sont les préoccupations que vous avez aussi? On parlera forcément à un moment donné de sécurité de l'information. C'est quand même un sujet clé. Et enfin, quelle perspective on peut avoir en alliant l'IA au système de management de la qualité? Dans quel cas on pourrait l'utiliser? Voilà les 4 grandes thématiques de ce webinaire. Alors, ce qu'on peut indiquer, c'est que en quelques mois, on a vécu un vrai bouleversement avec l'arrivée de l'IA. On s'en est rendu compte, nous, Calnet, en tant qu'éditeur de logiciels QMS, puisqu'on est passé il y a encore quelques mois à quelques questions sporadiques, à la fois de prospects ou de clients, au fait de nous en parler toutes les semaines, au fait de nous en parler tous les jours, au fait que dans les différents cahiers des charges ou appels d'offres prospects, ou auprès de notre communauté de clients, on nous sollicitait par rapport à telle ou telle brique, par rapport à tel ou tel apport d'une solution qui pourrait être implémentée dans notre produit, soit au travers d'une fonctionnalité ou d'un service additionnel. Donc ça, il y a vraiment une très très forte accélération. Nous, on avait décidé déjà en 2024 d'intégrer de la recherche et développement sur ces aspects IA. Alors pourquoi Calnet est légitime en fait à lancer ce type d'enquête? Tout simplement puisqu'on est spécialiste de digitalisation des processus QMS, et parce que nos contacts principaux, nos relais chez nos clients, ce sont directement les responsables qualité qui ont à leur main le paramétrage de la solution complète. Donc, ça nous paraissait vraiment opportun de se dire que voilà, de se focaliser sur les besoins, sur l'évolution de ces besoins auprès de nos contacts directs que sont les qualiticiens dans les organisations, qualiticiens et gestionnaires de risques. Et pour se dire que finalement, l'IA va venir bouleverser leur quotidien de façon positive, il faut toujours être positif, va permettre certainement de les assister. Et donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir, au travers de cette enquête, appréhender l'évolution dans les prochains mois, dans les prochaines années, sur les produits et les services qu'on serait amené à leur délivrer. Anthony, je te relaisse là. C'est Marie. C'est à toi, Marie. C'est à moi. Alors, je vous propose qu'on passe à la première partie donc, du sommaire qu'Anthony vous a présenté. On va aller assez rapidement sur cette partie-là. Donc, l'idée, c'est de remettre juste un peu de contexte sur l'enquête qu'on a réalisée et notamment qui y a répondu pour vous permettre ensuite de mieux connaître et mieux comprendre les résultats qu'on vous présentera en suivant. Donc, l'enquête en ligne qu'on a réalisée, on l'a réalisée sur 6 semaines cet automne, entre septembre et début novembre. Donc, c'était une enquête en ligne auquel ont répondu 113 personnes avec des secteurs d'activité très variés, certains plus représentés que d'autres. Donc, c'est ce que vous avez à l'écran.
Globalement, ce qu'on peut dire sur les secteurs qui ont répondu, c'est qu'on a des secteurs d'activité avec des contraintes réglementaires et normatives assez fortes, des établissements de santé, tout ce qui est laboratoire, industrie pharmaceutique, agroalimentaire, etc. Voilà, mais là, c'est vraiment que les secteurs majoritaires et il y en a eu plein d'autres qui ont été représentés dans cette enquête. Les répondants sont plutôt issus d'entreprises de moyenne et grande taille, parce que quand on additionne les deux chiffres en bas du graphique, voilà, 60% des répondants appartiennent à des organisations de plus de 250 employés. Donc ça, c'est une première information à avoir en tête pour analyser, interpréter les résultats de l'enquête qui vont suivre. Et majoritairement des professionnels de la qualité expérimentés, puisque plus de 60% des répondants avaient plus de 7 ans d'expérience. Et ce qui est intéressant aussi sur le profil des répondants, c'est qu'il y avait vraiment des fonctions très variées, aussi bien des personnes qui occupent des postes, des fonctions de direction avec des responsabilités, que des postes plus opérationnels. Et donc là, vraiment, on avait une grande variété des répondants, ce qui est intéressant aussi, évidemment, pour éclairer les résultats de cette enquête sur le rapport et l'usage qu'on peut avoir de l'intelligence artificielle. Donc, je vous propose qu'on passe maintenant au cœur du sujet, les résultats de cette enquête et donc quel usage font les professionnels de la qualité de l'intelligence artificielle. Et je vais laisser la parole à Anthony pour démarrer. Oui. Donc, déjà, à travers cette enquête, on a pu se rendre compte que plus de la moitié d'entre vous, les répondants, savaient de quoi il s'agit, mais ne l'utilisent pas forcément. Voilà. Donc ça, c'est un cas réel. On entend parler beaucoup de l'IA, mais aujourd'hui, comment l'utiliser à des fins professionnelles? Alors, beaucoup peut-être d'entre vous ont pu s'amuser à l'utiliser déjà d'un point de vue personnel, tester un peu à travers notamment ChatGPT, qui est quand même l'IA la plus utilisée, ou Copilot pour le pack Office. Mais en tout cas, voilà, pas de gros niveau d'utilisation aujourd'hui. Mais quand même, 30% d'entre vous savent ce que c'est et l'utilisent. Alors justement, on le verra à travers les résultats de cette enquête, en quoi l'IA peut être utile à des fins professionnelles et dans la gestion, le pilotage, l'entretien du système de management. À noter tout de même que 2% se considèrent comme experts de l'IA. C'est pas mal. Franchement, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut rester en veille. Ça évolue tellement vite. Donc, on peut être expert au début et très rapidement se faire avoir par les évolutions technologiques associées. Et puis, donc, 15% n'y connaissent rien, ce qui donne une étoile, donc une évaluation moyenne à 2 étoiles sur le niveau de connaissance de l'IA. Ce qui est assez logique. On est quand même dans un métier aujourd'hui qui peut être amené à subir un peu une sorte d'inertie. On va dire que l'IA, les évolutions technologiques vont plutôt toucher d'abord le cœur opérationnel des métiers dans l'entreprise. Et le service qualité est souvent un petit peu à la traîne face à ces évolutions technologiques, mais on verra que ça peut quand même avoir un très grand intérêt dans l'entretien du système de management et dans la mise en œuvre d'outils. Voilà. Donc, voilà ce que je pouvais dire sur le niveau de connaissance de l'IA. Très bien, merci. Alors, moi, je trouvais que c'était intéressant de mettre ce chiffre d'usage de l'IA en rapport avec une étude qui a été publiée cet été par le cabinet BCG sur l'usage de l'IA générative dans le monde professionnel avec des résultats spécifiques à la France. Alors, on va vous mettre dans le chat le lien de l'étude, comme ça vous pourrez la retrouver. J'en profite pour faire une petite parenthèse. Il y aura un temps de questions-réponses à la fin de ce webinaire, donc vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure dans le chat, au fur et à mesure qu'elles vous viennent, ou alors les garder pour la fin, puis on prendra quelques minutes pour y répondre. Donc, voilà, cette étude BCG montrait que dans le monde professionnel en France, il y avait eu une augmentation de l'usage entre 2023 et 2024 qui était très importante, et 61% des répondants avaient déclaré utiliser régulièrement une IA générative, donc une IA générative, la plus connue ChatGPT ou Copilot, dans l'environnement professionnel. Alors, moi, j'ai envie d'avoir un peu votre avis sur ce chiffre. À votre avis, est-ce que dans le domaine du management de la qualité, on est au-dessus ou en dessous de ces 61%? Vous pouvez mettre votre avis, votre réponse dans le chat avec un petit plus, un petit moins, ou faire une phrase. Voilà, dites-nous un peu ce que vous en pensez. Moi, j'avoue que personnellement, ce chiffre de 61% d'usage de l'IA générative dans le monde professionnel m'a
surpris. Je trouve que c'est un chiffre qui est quand même élevé et je m'attendais pas du tout à un chiffre aussi élevé. Je sais pas ce que toi t'en penses, Anthony. Ah, clairement, clairement. C'est-à-dire que quand j'ai vu ce chiffre, ce nombre-là, c'est vrai que j'ai été surpris, en tout cas du fait des expériences que j'ai en entreprise auprès de mes différents clients. J'en vois pas autant l'utiliser effectivement. Donc 61%, je trouve que c'est un chiffre très très haut. Alors on va voir qu'il y a différentes façons de l'utiliser. Il y a une fréquence d'utilisation. On a pu l'utiliser ponctuellement pour certains cas. D'autres l'utilisent plus régulièrement. Donc je pense que c'est aussi à prendre avec des pincettes. Si on demande si on a déjà utilisé l'IA, effectivement 61% pourrait être un chiffre. Mais est-ce qu'on l'utilise régulièrement et à des fins de facilitation du travail? Ça, c'est à voir, justement. Alors, je sais pas dans le chat les réponses ce que ça. Majoritairement, les gens ont dit moins. Donc global, voilà, en majorité, vous pensez que ce chiffre est moins et vous avez raison. Ce qui est revenu dans notre étude, d'enquête qu'on a menée, donc c'est que 37% des répondants ont déclaré utiliser des outils d'IA dans votre vie professionnelle, ce qui est un chiffre pas très bas non plus. 37%, on est quand même sur un usage qui est assez significatif, je trouve. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que même les 37% pour la partie entretien de système de management, en tout cas pour les responsables qualité, les répondants, je trouve que c'est quand même déjà très haut, effectivement. Et alors, si on va un petit peu plus loin, parce que comme tu le disais, une fois qu'on a dit oui, j'utilise l'IA, la question c'est pour faire quoi, pour en faire quoi et dans quel objectif. Et donc, il y a 3 objectifs principaux qui se sont dégagés de cette étude-là. Je te laisse peut-être nous en dire un mot. Oui, gagner du temps, on le voit très bien. J'ai encore eu le cas chez un client là. Effectivement, hier, j'étais chez un client. Il a fallu produire un rapport complet suite à un diagnostic. Et c'est vrai que de se retaper le rapport à la main sur du Word, c'était assez compliqué. Alors que quand on donne à manger, entre guillemets, une grille de diagnostic qui permet de générer des rapports en automatique, on gagne énormément de temps. Et il y a plein de cas d'usage sur lesquels on peut gagner du temps rédactionnel, etc. Donc ça vient aussi avec le troisième principal objectif qui est cité, rédiger des documents, une aide à la rédaction de documents, une aide à la rédaction de mails. Et j'ai gardé le deuxième objectif du milieu en dernier parce que je voudrais quand même rajouter quelque chose. C'est vrai qu'on peut comprendre, on pourrait considérer que l'IA peut nous aider à automatiser des tâches répétitives, c'est vrai, mais il ne faut pas confondre automatisation et IA. On peut faire de l'automatisation sans IA et on peut automatiser des tâches grâce à une analyse de données via l'IA. Donc, c'est vraiment 2 sujets différents qui peuvent être complémentaires, mais qui doivent être approchés de 2 manières différentes. Voilà, on peut déjà automatiser sans IA. Donc, c'était quelque chose que je voulais rappeler aussi à travers ces objectifs. Merci pour la précision. Donc ça, c'était les objectifs. On va passer maintenant plus dans le détail aux tâches qui sont réalisées. Et donc, les principales tâches réalisées, on les a catégorisées et il y a 3 grandes catégories de tâches qui ont émergé. La première qui est très en lien avec l'objectif de la génération de contenu, qui est donc la rédaction et la génération de contenu. Personnellement, cette tâche-là, qui est apparu comme majoritaire, m'a pas tellement étonnée. C'est vrai que notamment des outils démocratisés récemment comme ChatGPT ont surtout été connus et rendus populaires pour cet usage-là, rédiger quelque chose à ma place. Et donc, on voit que dans les tâches et ce qu'on demande aujourd'hui aux IA dans le domaine de la qualité, cet usage-là, cette tâche-là est la principale. Oui. Oui, clairement, je peux rajouter peut-être quelque chose. Effectivement, sur la rédaction et génération de contenu, tout va se jouer aussi sur votre capacité à donner les bonnes instructions à l'IA. Donner la bonne instruction permet de générer un bon contenu. Si l'instruction est assez faible, le contenu sera assez faible et on aura l'impression d'avoir un rendu très IA, justement, et pas très, très pro, pas très structuré. Donc, c'est là aussi où je pense qu'on le verra aussi par la suite. Il va falloir aussi développer cette compréhension, cette connaissance et ces compétences dans la structuration d'instructions pour que l'IA puisse générer un maximum de contenu intéressant. Et attention, l'IA ne remplacera pas l'humain dans le sens où l'IA va produire quelque chose face à une instruction qui sera générée par un humain. Donc, voilà, il y a quand même beaucoup de choses à faire à ce sujet dans le développement des compétences et connaissances. Les autres tâches qui ont émergé de l'enquête sont donc la recherche et la synthèse d'informations et l'analyse de données, la structuration de documents.
Et donc, moi, je trouve que voilà, un des enseignements de l'enquête, c'est de se dire qu'aujourd'hui, les tâches réalisées grâce aux outils d'IA, sont vraiment des tâches opérationnelles, en fait, qui rejoignent l'objectif de gain de temps, sans doute qu'on a pu voir dans la planche précédente. Oui. Ouais, effectivement, et l'analyse de données, donc même la structuration de documents, c'est vrai que, voilà, j'ai eu le cas encore récemment où il fallait produire un rapport, encore une fois, et j'ai pu demander par des prompts, donc des instructions différentes. J'ai pu avoir le même rapport, mais sous des angles un peu différents. Ce qui est intéressant, c'est que derrière, on peut avoir plusieurs propositions de structuration documentaire et les faire valider par les équipes, les faire valider quant à leur niveau de compréhension, d'intégration. Donc, c'est là où on peut aussi créer beaucoup de contenus de manière différente et choisir les contenus qui seront les plus à même de répondre à l'objectif de ces contenus, justement. On va entamer maintenant le 3e chapitre, qui est un ensemble de questions en fait liées à la préoccupation et à la perception en fait qu'on peut avoir face à l'intelligence artificielle. Est-ce que tu veux dire un petit mot sur ça? Vas-y. Alors vraiment, moi ce qui était frappant, 2 chiffres que j'ai représentés ici, c'est qu'il y a vraiment une attitude globalement positive de la part des professionnels, des responsables qualité vis-à-vis des outils d'IA, puisque 68% ont hâte d'en savoir plus. Donc voilà, il y a une attente et un intérêt manifeste, et une confiance a priori assez importante de 60%. Donc voilà, ces 2 questions, je trouve, montrent vraiment voilà, le sentiment dominant de curiosité et d'intérêt face à cette technologie et à ce type d'outils. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive quand même à en percevoir les bénéfices possibles pour la fonction. Et maintenant, il y a des craintes, il y a des peurs, il y a des risques. Et je crois que c'est ce qu'on va aborder justement à travers les diapos suivantes, dans pas longtemps justement. Ouais. Là, je ne vais pas l'aborder tout de suite. Okay. Donc juste avant, il y avait un autre chiffre qui venait corroborer cette attitude positive et cet intérêt. C'est que voilà, en moyenne, l'évaluation moyenne est un peu supérieure, de 4, pardon, sur la question, c'était: est-ce que vous pensez que l'IA peut améliorer la démarche qualité dans l'entreprise? Et là, encore une fois, majoritairement, les répondants en sont assez convaincus. Donc voilà, c'est un autre chiffre qui vient renforcer un peu cette attente, cette curiosité, cet intérêt. Mais effectivement, cet intérêt, il est aussi limité par des risques qu'on a identifiés, qu'on a classés en 4 catégories, avec voilà, des verbatims qu'on a mentionnés ici. Je te laisse nous en dire un mot de ces risques. Sur le premier, la perte de contrôle, effectivement, je pense qu'on a tous et toutes été bercés par des films aussi d'anticipation qui démontrent qu'à terme, l'IA prendra le contrôle sur l'humain, et ça peut se faire se poser des questions, effectivement, et c'est tout à fait normal et logique. C'est aussi pour ça que on essaie de mettre en place des IA avec une certaine éthique, même si on va voir que c'est un des risques identifiés. Mais effectivement, ça peut faire peur, la dérive d'utilisation, la perte de contrôle. Et puis, peut-être aussi, effectivement, et j'aime bien ce verbatim-là, ne plus réfléchir et se poser les questions. Effectivement, ça peut faire peur. On peut se dire, tiens, je le vois, je suis prof en licence pro, en master, en QSE. Effectivement, les étudiants, leur premier réflexe, c'est quoi quand on leur pose une question? C'est d'aller sur ChatGPT et de poser la question d'une manière très brute. Et donc, d'avoir une réponse très brute. Et l'IA peut faire des erreurs. L'IA, souvent, n'aime pas dire qu'elle a tort ou qu'elle ne sait pas. Donc, elle va quand même proposer des réponses qui seront approximatives, qui ne seront pas exactes. Et si on n'a pas un minimum de connaissance du secteur, ça va être compliqué que de faire confiance totalement à l'IA dans les réponses qu'elle nous donne. Donc ça, c'est un premier risque. Et ça répond au deuxième, la fiabilité, la précision, du fait qu'elle puisse répondre parfois un peu à côté. Et puis, il y a la grosse question aujourd'hui qui touche énormément d'entreprises, c'est la confidentialité, la sécurité des données. On va donner à manger à l'IA pas mal d'informations, on peut donner à manger à l'IA des rapports, des données presque confidentielles. Et où partent ces données? La fuite des données est quelque chose d'important. Donc, il y a des IA qui seraient plus sécurisées. Je ne suis pas un expert en sécurité des données, donc voilà. Mais en tout cas, avec Microsoft, peut-être que Copilot est peut-être plus sécurisé. ChatGPT propose des offres entreprises dans lesquelles
OpenAI, donc la société, s'engage à de la sécurité de données. Maintenant, est-ce que c'est vérifiable tout ça? Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les dirigeants d'entreprise se posent ces questions-là et c'est un réel enjeu que de considérer l'IA et l'utilisation et comment on va communiquer auprès des équipes sur les droits, les devoirs, les interdictions associées à l'usage de l'IA. Ça, c'est vraiment quelque chose de problématique. Et puis, l'usage malveillant, la manipulation d'informations, les dérives éthiques. Il ne faut pas oublier que les IA qu'on utilise aujourd'hui dans le grand public, elles ont été entraînées par des humains qui ont eux-mêmes leurs dérives éthiques et qui peuvent aussi en faire des usages malveillants. Donc, c'est toujours quelque chose à prendre avec un certain recul, vraiment un regard critique sur les réponses qui nous seront données. Et c'est vrai que voilà, ces risques-là et ces freins-là, qui sont ceux que voilà, qui reviennent de manière générale, surtout dans toute la littérature sur le sujet de l'intelligence artificielle. Moi, j'ai trouvé ça intéressant de voir que dans cette enquête, donc exclusivement dédiée aux professionnels de la qualité, les répondants étaient très conscients de ces risques-là et de ces enjeux-là, et que même s'il y a donc une confiance a priori et un intérêt assez fort pour l'outil, ces risques-là, ils sont connus, identifiés. Ce que je trouve voilà, c'est intéressant du point de vue de la connaissance de ce type de technologie. Je crois qu'il y avait un 5e risque, alors qui n'a pas émergé, nous, dans le cadre de l'étude, mais dont tu voulais nous dire un mot, parce que c'est un sujet qui te tient à cœur sur notamment la dimension environnementale. Oui, effectivement. C'est vrai qu'aujourd'hui, dès que vous tapez une recherche sur Internet, via Google, par exemple, vous émettez une certaine émission de CO2. Voilà. Faut savoir que quand vous faites une recherche via un outil comme ChatGPT, vous pouvez considérer que votre niveau de pollution d'émission de CO2 est 6 à 8 fois plus important qu'une recherche classique sur Google. Donc, voilà, il y a des problématiques écologiques à prendre en compte aussi, savoir comment l'utiliser de la meilleure des manières aussi, peut-être pour limiter cette empreinte environnementale. En tout cas, ne pas exploser l'empreinte environnementale. Donc, la pollution numérique aujourd'hui est quelque chose de très problématique. Elle représente entre 8 et 10% de la pollution générale mondiale. Elle ne fait qu'évoluer. L'usage de l'IA va impacter très fortement et augmenter très fortement ce niveau de pollution. Après, voilà, reste à savoir, à trouver l'équilibre entre le gain de temps, le gain économique, la pollution générée. Ça va être de réelles préoccupations. Et d'ailleurs, les normes de management, et je pense à l'ISO 9001, évoluent dans ce sens, puisque la problématique climatique est intégrée, la problématique associée à la cybersécurité vont être intégrées aussi. Donc, toutes ces données-là, à un moment donné, on va se retrouver face à une espèce de dualité, à savoir est-ce que je privilégie la performance à la protection de l'environnement ou comment mêler les deux, en tout cas. Écoute, je te remercie. C'est vrai que voilà, nous, c'est un risque qui n'a pas émergé dans le cadre de l'enquête, mais je pense que c'était aussi cet événement l'occasion d'en dire un mot. Et puis, voilà, nous, l'idée aussi, c'est d'être amené à refaire cette enquête à périodicité régulière, peut-être voilà, dans une fois par an. Et on verra si cette préoccupation environnementale émerge dans les risques liés à l'utilisation de ce type de technologie. Je propose qu'on passe au dernier chapitre, la partie plus prospective sur voilà, les perspectives liées à l'intelligence artificielle et à son utilisation dans le domaine de la qualité. Et on commence avec les aspects les plus prometteurs de ce type de technologie. Oui. Donc, à la lecture de ces aspects les plus prometteurs qui sont classés par ordre du plus là où il y a eu le plus de réponses, là où il y en a eu le moins. Automatiser des tâches, bien entendu, on se rend compte que la charge de travail administrative associée à la fonction qualité est quand même très importante. Et on sait que l'essence même de la fonction qualité n'est pas de rester dans son bureau à créer des tâches automatiques qui sont à très faible valeur ajoutée pour le système de management, pour l'organisation qualité. Donc, effectivement, automatiser des tâches, renvoyer des mails automatiques, peut-être avoir des réponses de premier niveau. Ce que je me suis amusé à faire, ce que j'adore faire, c'est créer des petits GPT, donc des petits robots sous ChatGPT, qui ont des fonctions particulières. Et il y en a qui peuvent justement répondre à certaines questions de premier niveau en QSE. Donc, ou envoyer des mails en automatique avec des outils d'automatisation. Donc, tout ça fait qu'à terme, on gagne du temps sur la partie administrative pour justement dépenser du temps
sur d'autres choses, et notamment la relation humaine, la communication interne, la recherche de solutions. Voilà. Tout ça, c'est quand même l'essence même de la fonction qualité, c'est de contribuer à l'amélioration des performances, et c'est peut-être pas en faisant des tâches administratives constamment qu'on arrivera à le faire. Donc forcément, automatiser, faciliter la rédaction de documents, faciliter la mise en place de plans d'action, c'est quand même de la tâche administrative qui pourrait être allégée grâce à l'utilisation de l'IA. Après, on rentre dans un second niveau où là, on va plutôt être dans de l'amélioration continue. La gestion des non-conformités peut être facilitée, effectivement. Prévenir automatiquement les utilisateurs, j'en ai parlé un petit peu. Et puis, plus généralement, c'est d'aller encore plus loin dans l'utilisation de l'IA et c'est de faire de l'analyse prédictive, de faire de l'analyse de tableaux de bord, de données. On est dans une ère du big data quand même. On a énormément de données dans les entreprises. Est-ce qu'elles sont réellement exploitées ? Peut-être pas suffisamment parce qu'on n'a peut-être pas tous les outils qui vont bien pour toutes les exploiter correctement. Et c'est là où l'IA peut nous aider à faire des prédictions, à faire des projections quant à l'évolution des indicateurs de notre entreprise. Voilà. Et puis, il y a la détection automatique de défauts, effectivement, qui rentre dans ce cadre-là aussi. Ce qui était intéressant, je trouve, sur cette question, c'est que finalement, les aspects les plus prometteurs, comme la rédaction de documents, faciliter la mise en place de plans d'action, c'est finalement ceux dans lesquels on arrive le mieux à se projeter aujourd'hui en termes d'usage, grâce à des outils comme ChatGPT ou Copilot, puisque c'est des usages qu'on commence à appréhender en fait au niveau individuel. Donc ça paraît plus prometteur parce que, à mon avis, ça paraît aussi plus près de nous, alors que c'est vrai que des choses comme la réalisation d'analyses prédictives ou la détection automatique de défauts, qui sont vraiment des tâches avec une grande valeur ajoutée, qui seraient vraiment au service du management de la qualité. Ça paraît un petit peu plus lointain, c'est des choses qu'on maîtrise un peu moins aujourd'hui, en tout cas au niveau individuel. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi ce lien-là sur les capacités de l'IA, en fait, ce qu'on en sait, ce qu'on en connaît, ce qu'on sait en faire aujourd'hui, écrire des textes, et puis ce qu'on imagine qu'il serait possible de faire, comme de la prédiction, où on imagine que ces technologies-là pourraient nous aider à faire ce genre de choses, mais au niveau individuel, on appréhende un peu moins. Oui, effectivement. Je voulais rebondir juste sur une question qui est notée, ou plutôt, est-ce que vous avez des exemples ? Donc, je parlais des petits GPT, notamment des petits robots qui ont été créés. Effectivement, ça peut être quelque chose que vous pouvez créer pour vous aider à plein de choses. Et notamment, moi, j'en ai créé un sur la résolution de problèmes. Vous avez un problème, vous allez dire à votre petit robot, j'ai un problème, et il va vous aiguiller, il va vous accompagner tout le long grâce à des instructions que je lui ai données, que vous pouvez lui donner, vous pouvez en créer un vous-même. Et on va passer par des étapes de résolution de problèmes très cadrées avec quel est le problème. On va faire une analyse QQOQ-CCP, qui, quoi, où, quand, comment, combien, pourquoi. Puis après, le problème sera défini et l'IA va vous dire OK, on a défini le problème. Maintenant, on va passer dans un niveau de détail plus important. On va rentrer dans une analyse des causes, donc les 5 pourquoi ou les 5 M. Et petit à petit, on va rentrer là-dedans. L'IA va nous accompagner en disant si j'ai bien compris, on est plutôt sur le M de matière ou le M de main-d'œuvre. Donc maintenant, on va rentrer dans ce niveau de détail-là avec des 5 pourquoi. Et au final, l'IA peut être un très bon compagnon pour vous aider à résoudre des problèmes, pour vous aider à rédiger des documents. Donc on pourrait en imaginer plein de petites IA comme ça qui seraient spécialisées pour vous accompagner dans de la rédaction, dans de la résolution, dans de l'aide au plan d'action, etc. Voilà, j'essaie de donner quelques exemples. Oui, et d'ailleurs, il y a un des GPT que tu as réalisé qui est une sorte d'assistant qualité, je ne sais pas si c'est comme ça que tu l'appelles, auquel tu donnes accès gratuitement. Et donc, j'ai prévu qu'on mette le lien dans le chat en conclusion, mais je vais peut-être le faire maintenant, c'est le bon moment. Donc, il suffit d'avoir un compte sur ChatGPT, de cliquer sur le lien et vous pourrez interroger ce GPT-là, cette petite IA mise au point par Anthony. Je ne sais pas si tu veux nous en dire un petit mot en plus sur quel type de questions on peut lui poser. Oui, alors c'est un GPT, mais vous pouvez créer le vôtre aussi pour votre système à vous, pour votre système documentaire, pour aller rechercher de l'info. Alors peut-être pas sous GPT, parce que sécurité des données. En tout cas, moi j'ai créé effectivement un GPT qui s'appelle Anthony Delez pour le coup. Voilà, je l'ai appelé comme moi, c'est plus facile à retrouver. Et c'est un consultant QSE. Alors un consultant, attention, c'est un consultant de premier niveau. Ça veut dire que vous allez lui poser des questions sur des aspects système de management, sur des aspects veille réglementaire, comment on fait une analyse environnementale, comment je peux décrire mes processus, comment je dois faire ma cartographie. Ce consultant IA donc va répondre à ces questions-là et vous aiguiller dans la réponse à vos problématiques en proposant soit des tableaux,
soit des fichiers même en Word qui pourraient vous expliquer tout ça, même des fichiers Excel en fonction de ce que vous lui demandez. Et c'est vrai que c'est vraiment une aide de premier niveau parce que ça vous aide sur le côté normatif, ça vous aide sur le côté mise en œuvre. Et cette IA, elle s'alimente de données que je lui ai fournies, qui sont issues de mes outils en ligne, comme ma plateforme en ligne, CoachMe QSE, qui aide à la mise en œuvre de systèmes de management. Donc, elle est alimentée de pas mal de données en entrée qui font que, au-delà d'un chat GPT classique, elle, particulièrement, cette IA-là, va aller chercher des informations que je lui ai demandé d'aller chercher et que j'ai produites moi-même de mon expérience. Donc, on va dire que c'est pas… Les réponses peuvent être assez génériques, mais parfois, elles peuvent aller énormément dans le détail et vous aider. Donc, le but, c'est d'accompagner les responsables qualité QSE dans l'optimisation ou même la mise en place d'un système de management. Et en parallèle, on pourrait imaginer faire ça dans vos entreprises avec des GPT qui seraient spécialisés. Et quand un utilisateur pose la question de « Tiens, qu'est-ce que je dois faire lorsque je réalise cette tâche ?» Au lieu d'aller essayer de chercher le document dans la base documentaire, le GPT ira chercher l'information et lui donnera en direct, ce qui fait que l'accès à l'info sera largement plus fluide et rapide. Voilà. Et alors, très bonne transition avec le résultat de la question suivante. Là, la question, c'était de classer en fait le top 10 des besoins prioritaires pour les professionnels de la qualité. Et le besoin numéro 1, c'est justement le fait de rechercher des informations dans un fond documentaire, suivi de la réalisation du résumé d'un document. Et donc, on voit que vraiment l'enjeu de cet accès à la documentation qualité est quand même en haut de la pile et de l'attente, voilà, c'est une attente forte de la part des professionnels. Ah oui, c'est une grande attente. Alors attention toujours, hein, le résumé, c'est un résumé. Vous pouvez manquer des infos importantes. Voilà, moi, c'est le conseil que je donne, c'est ne pas faire confiance les yeux fermés à 100% aux résultats que va vous apporter l'IA. C'est une aide énorme, mais ça remplacera pas quand même votre cerveau. Et ça, faut pas l'oublier, parce que franchement, on peut avoir une tendance à se dire, tiens, c'est facilitant, voilà, on va résumer un document de 50, 100 pages en quelques lignes. Mais attention, l'IA le fera à sa manière. Donc, peut-être l'orienter aussi dans le type de résumé que vous voulez. Est-ce que vous voulez un résumé technique, un résumé accessible pour une personne de 10 ans, un résumé accessible pour telle ou telle fonction? Donc, il ne faut pas oublier justement de bien préciser ce que vous attendez de l'IA. Ensuite, sur les autres besoins prioritaires, hein, on était voilà, sur des choses assez variées, le fait de remplir automatiquement des champs, d'automatiser la détection d'écarts, d'avoir une assistance pour rechercher et analyser des cas similaires. Voilà, je vous laisse lire, prendre connaissance des différents besoins. Et ce qui est arrivé en dernier, hein, c'était la partie traduction d'un document ou d'un formulaire. De toute façon, le support de la présentation, on va vous le mettre à disposition dans le chat, donc vous pourrez le télécharger aussi. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Anthony, sur cette partie? Je voulais rajouter une chose, c'est que là, on parle beaucoup d'IA générative en mentionnant ChatGPT, Copilot. Et sachez aussi que vous pouvez très bien partir d'une IA standard qui a assez peu de connaissances, qui sait parler, qui a une culture générale, mais que vous pouvez entraîner vous-même en local pour vous, pour votre entreprise, et qui permettra justement de répondre exactement à ce pourquoi vous la sollicitez et qu'elle soit experte dans un domaine que vous voulez. Et là, ça devient très intéressant. Alors, ça a un coût, hein, c'est beaucoup plus cher que de prendre un abonnement à Copilot ou ChatGPT. Mais on sait que l'IA nous produira des données précises, claires et utilisables et utilisées pour notre entreprise. Alors, avant de passer aux questions, une rapide conclusion, hein, nous, sur les principaux enseignements de l'enquête. La première, c'est qu'il y a un usage qui est en progression et qui est quand même déjà élevé. Hein, donc, les professionnels de la qualité ont pris le train en marche de l'intelligence artificielle. Il n'y a pas de doute là-dessus. Que ça peut être un outil puissant pour le management de la qualité, que les cas d'usage et les possibilités sont nombreuses, mais qu'il y a aussi évidemment des risques et des freins identifiés qu'il s'agira voilà, de lever pour vraiment mettre à disposition des professionnels de la qualité des outils performants et sécurisés. Je propose qu'on prenne un petit temps maintenant pour les questions dans le chat, s'il y en a. Oui, je vous ai envoyé tout sur Teams. Alors,
La première question. Quels sont les IA à utiliser gratuits? Y en a-t-il qui sont plus professionnels dans les domaines QSE, RSE? L'IA utilise les données dans la jungle Internet. Comment s'assurer qu'elles prennent bien les bonnes versions des normes? Ouais, bah, déjà gratuit, oui, il y a. ChatGPT est gratuit dans le premier niveau. Alors, vous pouvez prendre la version payante qui aura beaucoup plus de fonctionnalités, de performance et de rapidité de réponse. Mais dans l'absolu, ChatGPT aujourd'hui est gratuit. Après, il y a plein d'IA. Il y a tellement d'IA. Il y a des IA spécialisées dans de la génération de présentations PowerPoint, ou en tout cas de diaporamas comme Gamma. Vous pouvez avoir des IA qui vont scanner votre voix, qui vont scanner votre tête pour que vous puissiez produire des vidéos ou des audios voilà, qui pourraient être utiles pour votre système, hein, pour communiquer, pour informer, pour sensibiliser. Donc, il y a énormément d'IA. Donc, attention, il y en a qui sous-titrent automatiquement vos vidéos. Il y en a qui vont vous produire des documents. Donc, c'est un océan d'IA qui existe aujourd'hui. Il faut juste faire attention à une chose, c'est que l'IA que vous allez sélectionner, il faut considérer que vous lui donnez vos données personnelles, vous lui donnez des informations, vous ne savez pas où elles partent, c'est tout. Donc voilà, je mettrai quand même une limite à ça. Après, est-ce qu'il y en a qui sont spécialisés en QSE, RSE? Pas à ma connaissance, encore. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé mon GPT en QSE. ChatGPT sait très bien répondre à des questions de QSE, mais si vous voulez être sûr que l'IA réponde à la bonne version, encore faut-il lui, dans votre instruction, lui dire la version de la norme sur laquelle vous attendez une réponse. Okay. Une question suivante. Quel est votre avis sur la prise de décision qualité basée sur le risque? Alors là, nous, je pense qu'on a une position chez Calnet sur le sujet. Oui. Je parle sous le contrôle du directeur général. Non, enfin, je pense que notre vision chez Calnet, on est tous assez alignés là-dessus, c'est que en travaillant sur l'IA, nous, notre objectif et notre ambition, c'est de mettre à disposition des responsables qualité des outils d'aide à la prise de décision, mais que jamais il y aura une décision ou une action faite de façon autonome par un outil d'IA sans intervention du professionnel de la qualité. Nous, vraiment, notre vision, c'est de se dire de travailler sur un outil qui facilite les choses, qui facilite les analyses, qui fasse des suggestions, des propositions. Mais la validation finale et la prise de décision devra toujours être à la main des professionnels. Est-ce que ça résume notre... Et en complément de ça, également, il faudra un dispositif d'évaluation en fait, par l'utilisateur. Est-ce que d'avoir un feedback de l'utilisateur, est-ce que finalement, cette IA, ou dans ce cas d'usage que j'ai utilisé, est-ce que ça a bien répondu ou est-ce que ça a nécessité en fait, un travail complémentaire? Je pense qu'en permanence, il faudra en fait, avoir collecté ce feedback de manière à savoir, voilà, est-ce que par rapport à ce qu'il m'a proposé, c'était la bonne récurrence, il m'a bien détecté le bon plan d'action, etc. Ou est-ce que l'effort que j'ai été obligé de produire, voilà, ou est-ce que le retour est complètement à côté de la plaque? Donc la notion de feedback, voilà, c'est des choses qui vont alimenter en fait notre réflexion et qu'on va implémenter dans nos outils pour l'avenir. J'ai rien à rajouter sur le sujet. On a ensuite une autre question de Monsieur Diallo, mais qui est un petit peu en dehors du sujet. On répondra voilà, en donc direct. voilà, on répondra en direct avec vous. Ensuite, une autre question pour Anthony. Lors de la création de votre GPT, quelle est la part de temps que vous consacrez à l'entraînement de l'IA à la qualité? Très bonne question. Elle est longue la part. C'est long parce que oui, je l'entraîne souvent et si je calcule le temps que j'ai passé à créer ce GPT, je dirais que ça se compte en, 50 heures à peu près d'entraînement. Ça veut dire qu'on va lui donner des documents, on va lui poser des questions, on va voir la qualité de sa réponse et puis on va lui dire tiens, ne réponds pas comme ça, utilise le tutoiement, utilise un accès des réponses accessibles parce que c'est mon choix. Voilà, je veux que l'IA parle comme ça. Là, tu n'es pas assez précis parce que quand je te demande si un document est exigé par la norme et que tu me sors une réponse où le document n'est pas exigé, je suis pas d'accord. Donc voilà, et en fait, je vais discuter avec l'IA jusqu'à ce qu'elle arrive à formuler de vraies réponses précises. C'est pas encore le cas totalement. Voilà, elle est en mode bêta, elle est en version bêta. Je la fais tester aux gens pour avoir justement du feedback et savoir comment développer des réponses plus précises. Mais c'est un temps qui est quand même important d'entraînement, très important. Et il y a une question complémentaire. Est-ce que l'entraînement de ces GPT peut permettre à long terme de limiter les émissions carbone émises versus une utilisation sans IA entraînée? Ça, là, on va rentrer dans quelque chose, effectivement.
Ça, je sais pas trop. Je sais pas trop parce qu'après, il faudra les avoir en local, effectivement, ces IA. Ah oui. Ouais. Ça, on peut peut-être compléter, Anthony. Il Alors, y a une autre question justement sur les IA qui tournent Ouais. sur un environnement local. Ouais. N'auront-elles aucun impact environnemental? Alors, elles auront un moindre impact, mais en fait, on parle d'éco-conception. Actuellement, on parle d'éco-conception. À partir de 2025, les cahiers des charges dans les appels d'offres publics vont intégrer en fait une cotation spécifique qui va être isolée sur justement l'éco-conception. Donc, on parle aussi d'IA frugale, voilà, qui consommerait moins d'énergie. Donc, c'est un sujet qui est vraiment un sujet sur la table. Et il y a des IA en fait qu'on peut réinternaliser sur un serveur interne, soit chez le client ou dans un espace partagé, qui consommerait moins de ressources. Donc ce sujet-là en fait est pris à bras le corps aujourd'hui. Question, connaissez-vous des formations IA et management de la qualité? Moi, Il n'y en a personnellement, pas non. aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y en a pas de spécifique, mais de plus en plus pour être intervenant dans différentes licences pro et masters, effectivement, il y a des masters qui commencent vraiment à se poser la question depuis 1 ou 2 ans et qui proposent à leurs étudiants des formations de 2-3 jours sur l'IA applicable au système de management QSE. Très bien. Y a-t-il des outils en cours de développement utilisant l'IA par Reliance Calnet? Oui, alors côté Reliance, oui, ça existe déjà, hein. Donc Reliance travaille sur les sinistres responsabilité civile médicale, hein, tous les sinistres qui interviennent à l'hôpital. Et puis nous, comme je vous disais, on a travaillé en R&D sur l'exercice 2024 et on projette d'écrire une stratégie claire pour les prochaines années. Et voilà, et notre copie devrait être rendue pour fin février 2025. Et on va positionner 2 cas d'usage, on va dire les plus plébiscités, les plus à forte valeur ajoutée, mais également qui ne nécessiteraient pas une énergie trop importante. Voilà, donc c'est ce rapport-là qu'on va réaliser en 2025. Donc on a un certain nombre de cas d'usage éligibles dès à présent pour pouvoir rentrer dans nos produits dès l'an prochain. Et voilà. Et donc, il y a une autre question. Pensez-vous développer chez Calnet une IA pour faciliter la recherche de documents dans la GED? Donc, la recherche de documents, l'accès à l'information, ça fait évidemment partie des cas d'usage qu'a évoqué Olivier à l'instant. Ça fait partie du haut de la pile. Voilà. Et conforté aussi par les résultats de cette enquête, évidemment. Voilà. Y a-t-il des sites internet de veille IA, notamment qualité? Est-ce que, voilà, toi, tu aurais peut-être des références, des comptes ou des sites à nous suggérer, pas spécialement? Bah, nous, on en parle un petit peu, mais on va dire que je fais de l'autopromo, donc c'est dans le village QSE. Effectivement, on peut aborder ce genre de sujet lors de nos cafés du coin, c'est-à-dire qu'une fois par semaine, on se réunit en visio et on discute des sujets de qualiticiens, donc ça peut être tout et n'importe quoi, dont forcément un sujet d'actualité qu'est l'IA. Donc on en parle forcément. Après, aujourd'hui, je trouve qu'effectivement, les grandes structures associées à la qualité, les grands organismes sont pour l'instant assez discrets à ce sujet, les organismes de formation, de certification, etc. Mais je pense que ça va arriver et que voilà, ça va se démocratiser de plus en plus. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une certaine frilosité quand même dans ce secteur d'activité quant à la communication sur l'IA, la veille, etc. Alors, il nous reste 1 minute et une question. Y aura-t-il un prochain webinaire consacré à l'utilisation concrète de l'IA dans la qualité selon nos besoins, GPT, les différentes IA disponibles, etc. Alors, on ne l'avait pas prévu et planifié, mais on n'est pas non plus contre l'idée. Donc, on peut y réfléchir, voilà, d'organiser autre chose sur le sujet. De toute façon, nous, on a dans l'idée de refaire d'autres webinaires sans doute en 2025 sur ce sujet-là, mais voilà, Et puis pourquoi pas, on prend l'idée en tout cas et on vous tiendra au courant, évidemment. Et notre stratégie là-dessus, bien sûr, c'est pas d'être tout seul, hein, c'est pas de se dire il y a Calnet et puis on fait tout dans notre coin, surtout pas. C'est pas du tout notre approche. Notre approche, elle est vraiment collaborative et notamment sur les sachants, hein, sur les experts, hein, comme Anthony et comme d'autres en fait. L'idée aussi, c'est de fédérer cette communauté et d'apporter en fait au réseau qualité, un réseau des qualiticiens, voilà, le plus d'outillage, le plus de méthodes. Et de pouvoir rester en veille et d'améliorer. Et on le fera pas seul. Voilà, je dis, on le refera pas seul, on le refera dans une communauté de sachants.
Voilà, je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Gaëlle, tu confirmes? Très bien. Je vous remercie à tous d'avoir été là. Donc, le PDF, la présentation, on le met à disposition dans le chat. Vous pourrez le télécharger. Vous allez recevoir aussi automatiquement le replay de ce webinaire. Et puis, on devrait publier dans quelques semaines un livre blanc avec l'intégralité des réponses à l'enquête des réponses qui ont été faites à l'enquête, voilà, avec un contenu un peu plus détaillé et vraiment les chiffres, les statistiques de chaque question. Donc voilà, on vous tiendra au courant. Ça arrivera sans doute plutôt après les fêtes. Voilà, je vois que dans le chat, il y en a qui nous souhaitent de bonnes fêtes. Effectivement, cette saison, nous aussi, on vous souhaite à tous, voilà, une belle fin d'année. Et puis, on vous tient au courant sur ce sujet en 2025. Merci à tous. Merci Marie. Merci Anthony. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup.